Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur Mordu pour une nouvelle Fat Interview. Je suis Mathieu et aujourd'hui je vous propose de rencontrer un athlète exceptionnel, Arthur Guérin-Boëri. Arthur est multiple champion du monde en apnée. Il a tout d'abord battu plusieurs records en apnée dynamique en piscine. Capable de nager jusqu'à 300 mètres sous l'eau en monopalme ou 221 mètres à la brasse. Ça fait presque 9 fois la piscine de 25 mètres, un truc de dingue. Arthur a par ailleurs battu un record incroyable en mars 2022. 105 mètres sous la glace, en apnée et en maillot de bain. À champion exceptionnel, interview exceptionnelle. On a abordé de nombreux thèmes avec Arthur. On a notamment parlé de l'importance de l'apnée pour les surfeurs ou des différentes pratiques dans l'apnée. On est surtout revenu sur cet incroyable record sous glace. La préparation, la visualisation ou la force mentale. Vous allez apprendre plein de choses aussi sur le froid. Et je ne serais pas surpris que, comme moi après cet épisode, vous ayez envie de baisser la température sous la douche pour vous y frotter. Hugo, lui de l'équipe, il s'est carrément jeté dans le canal de l'Ourcq au mois de janvier après le montage de l'épisode. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Arthur Guérin-Boëri, l'apnéiste de l'extrême. Salut Arthur, bienvenue sur Mordu. Salut. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Moi, je suis très très heureux de t'avoir. Toi, tu es un spécialiste de l'apnée dynamique, on va y revenir. On a déjà eu des apnéistes ici sur Mordu. On a reçu notamment Stéphane Toureau ou des surfeurs comme Justine Dupont qui nous ont expliqué comment c'était important pour eux de faire de l'apnée. Ouais. Moi, j'étais content parce que du coup, je me suis un petit peu intéressé au truc et j'ai fait des gros progrès en apnée statique. Grâce à Stéphane, j'avais fait 2 minutes, tu vois. Alors, c'était vraiment le premier essai. Ah ouais, okay. Et là, récemment, avec mon prof de boxe, on a fait un exercice comme ça en salle et j'ai tenu 4 minutes. Donc, j'étais super fier de moi. Et puis cool. là, il y a 10 jours, je surfais et je me dis, bon, maintenant, je dois quand même bien tenir l'apnée. Ouais. Et résultat, je continue. Au bout de 5 secondes, quand je tombe dans l'eau, j'ai l'impression que je vais me noyer, quoi. Et c'est quoi, pourquoi j'ai cette différence de perception quand je me mets à bouger? Bah, c'est très simple. Quand on fait du surf, on est... D'ailleurs, c'est un sujet qui est d'actualité pour moi parce que je pars faire des stages pour surfeurs, des stages d'apnée pour surfeurs là bientôt à Osgore. Et en fait, quand on fait du surf, on est sur un effort lactique hyper intense. On emmagasine pas mal de CO2. On est sur une belle tension musculaire et en plus de ça, on a le cardio assez haut. Et donc, quand on tombe à l'eau, on est tout sauf dans les bonnes dispositions pour pouvoir faire de longues apnées. Et c'est pour ça que tout le challenge des surfeurs, notamment des surfeurs de grosses vagues, c'est de réussir à travailler le relâchement dans la difficulté et notamment de réussir à ne pas paniquer malgré l'envie de respirer qui est très forte dès le début quand on tombe en fait, quand on chute en surf. Et ça, il y a des exercices spécifiques qu'on peut travailler pour ça. J'en avais parlé pas mal avec Justine d'ailleurs. Et David, son compagnon, et on avait d'ailleurs je vais faire Fred David, ouais. Pardon, Fred David, pardon. Ouais. À chaque fois je l'appelle David, mais c'est Fred David. Qui est body surfer lui d'ailleurs, yes. Je crois. Et ouais, très sympa. Et en gros, l'idée est d'essayer de travailler la tolérance au CO2 et de travailler le relâchement. Malgré les situations qui ne s'y prêtent pas. En fait, et forcément. Ça, c'est un travail qu'il faut faire en amont, c'est-à-dire avant de chuter, il y a déjà des choses à faire. Non, c'est en amont, c'est au quotidien avec l'entraînement et avec. Non, c'est alors une fois qu'on sait qu'on est capable, ça ouvre pas mal de choses et au moment de chuter, on est moins angoissé, je pense. Mais c'est pas quelque chose qui se fait sur les 5 secondes avant de chuter debout sur la board. Et alors toi, quand tu fais tes exercices avec, là t'évoquais ce stage de surf, ouais. Du coup j'imagine qu'il y a pas mal de mise en situation où on est déjà en effort, donc avec le corps qui a produit du CO2, exactement. Qui est déjà fatigué, et là boum, t'envoies l'apnée et tout de suite c'est pas très agréable.
Alors en gros, moi, ma philosophie par rapport aux stages que je donne, que ce soit d'ailleurs auprès des surfeurs, parce que ça, je l'avais fait pas mal à Paris avec Surfer from Paris à l'époque, Yes. où j'avais déjà fait pas mal de stages avec des petits surfeurs ici, c'était très cool. Et que ce soit donc pour ça, ou même pour les surfeurs de gros que je vais coacher à Osgore, ou même d'ailleurs pour les stages que je fais d'une manière générale, pas pour les surfeurs, on va dire, la philosophie, c'est d'abord de faire prendre conscience aux gens ce dont ils sont capables. C'est-à-dire une première séquence qui va se dérouler au sec sur tapis de yoga, même pas dans l'eau, où là, je vais driver les gens à travers une série d'exercices qui va durer 1 heure à 1 heure et demie, on va dire, et qui va les amener déjà à un état de relaxation avancé, mais qui en plus va les amener à faire des apnées qui vont être très vite très longues. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'amène 90% de mes baptêmes qui n'ont jamais mis la tête sous l'eau entre 3 et 4 minutes à peu près. Les surfeurs ou des gens qui ont un peu de mental ou qui ont une bonne condition ou qui ont une bonne faculté à se relâcher et à se dépasser mentalement, je les amène en général à 4 voire plus. Et donc en fait c'est déjà dédiaboliser le truc et les rassurer et leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire sur une séance au sec avant même d'aller dans l'eau. Une fois que ça s'est fait, tout le monde a fait ses 4 minutes d'apnée, je leur dis écoutez, si c'est des surfeurs, je leur dis voilà, vous allez chuter même sur une grosse vague, vous ne resterez jamais plus de 30 à 45 secondes en train de vous faire laver par la vague. Donc c'est-à-dire que déjà la capacité hypoxique, c'est-à-dire en termes de temps d'apnée, vous l'avez. Après, il va falloir bosser la résistance à l'envie de respirer, bien sûr. Mais déjà en termes de temps d'apnée, soyez rassurés, vous n'êtes pas en danger. Et en fait, tu vois, je t'amène. Je voulais commencer par ça parce que toi, il y a quand même un truc assez important. Donc, tu es un multiple champion du monde d'apnée. Mm-hmm. Tu es vraiment le spécialiste dans ta catégorie, voire tes catégories. Tu as notamment des records en distance. Et il y a une différence très importante entre justement cette apnée horizontale et l'apnée verticale. Nous, on parle beaucoup d'apnée verticale, c'est ce que tout le monde a en tête, le grand bleu, je descends et tout ça. Mmh. Et il me semble qu'il y a quand même une différence fondamentale entre ces deux exercices et qui est notamment liée à l'effort qui est produit au moment où il est produit. Mais je te laisse élaborer. Ouais, bien sûr. Il faut distinguer. Alors moi, je pratique toutes les formes d'apnée. Là où j'ai eu mes titres et mes records, effectivement, c'est sur de la distance. Mais là où je préfère être, c'est au fond de la mer, c'est descendre. Et donc, ce que je pratique pour le plaisir, on va dire, pour le fun, c'est de la profondeur. Alors moi, je travaille, tu vois, sur 60-70 mètres, ce qui me va très bien pour le moment. Par contre, là où je fais le vrai boulot d'athlète en compétition et les records, c'est effectivement sur de la distance. Alors, il faut savoir qu'en apnée, on a différentes disciplines, que les meilleurs dans une discipline ne sont pas forcément les meilleurs dans l'autre et vice-versa. Et que ce sont des disciplines qui n'ont rien à voir en termes de travail, d'entraînement, de ressenti, de charge mentale, etc. Et en fait, si tu veux, si le boulot de l'apnéiste en profondeur, ça va être de travailler énormément sur la capacité de relâchement, sur la compensation des oreilles, sur la prise de risque, parce qu'il y a une grosse masse d'eau au-dessus de la tête, par exemple, sur l'acclimatation à la compression, ce genre de choses. L'apnéiste piscine va devoir beaucoup plus mettre l'accent sur la technique de nage, les temps de nage en apnée, la résistance mentale à l'envie de respirer, la résistance au CO2, la résistance au lactique, ce genre de choses. Et en fait, si tu veux, en apnée en profondeur, par exemple, on n'a pas tant que ça envie de respirer, par exemple. Et en apnée en mer, par exemple, on n'a pas tant de risques que ça. Tu vois, donc en fait, chaque discipline a ses avantages et ses inconvénients, entre guillemets, je dirais. Et en tout cas, pour moi, si tu me demandes mon avis aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un petit peu l'avis de tout le monde, même si tout le monde le pense et personne ne le dit. Et j'en ai même déjà beaucoup parlé avec des apnéistes en profondeur qui sont en général d'accord avec moi. C'est que ce qui est le plus dur mentalement, évidemment, c'est l'apnée dynamique à l'horizontale. Ouais. C'est pour ça que je faisais ce parallèle entre finalement la différence entre faire l'apnée, je te disais en début d'épisode, voilà, bien formé, bien expliqué, j'ai réussi à tenir plus de 3 minutes, ce qui me semblait incroyable, mais allongé dans un relâchement complet. Là où, même en essayant d'être relâché, quand ça m'arrive en surfant, tout de suite, les 5-10 secondes sous l'eau me paraissent vraiment très, très, très dures. Et je voulais savoir si cette différence de perception, c'est un peu lié aussi à c'est un parallèle qu'on peut faire avec la différence entre les deux disciplines d'apnée.
Tout à fait. Ces différences qu'on trouve entre l'apnée en profondeur et l'apnée en dynamique sont liées à pas mal de choses, et notamment à l'axe de direction déjà. C'est-à-dire que soit on va de manière horizontale, soit on va de manière verticale. Et en fait, le fait d'être sur un plan plutôt vertical, ça va amener pas mal de choses qui font qu'en fait c'est beaucoup plus agréable que sur un plan horizontal. Et en gros, déjà il faut savoir que par exemple on se laisse couler à partir d'une vingtaine de mètres. Déjà, donc on est sur une phase passive de chute libre entre 20 mètres et son target, que ce soit 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 même aujourd'hui. Donc il y a toute une phase de chute libre à partir de 20 mètres qui est passive. Donc là, on ne dépense pas d'oxygène, ou très peu. On est vraiment sur une phase comme si on faisait de l'apnée statique en surface. Donc on charge très peu en CO2 et on consomme peu d'O2 en réalité, beaucoup moins que si on nageait. Aussi, il faut savoir que la compression va venir jouer sur la pression partielle des gaz au niveau sanguin. Donc on va être dans un espèce d'état d'hyperoxygénation un petit peu au fond. L'oxygène va être plus dissous dans le sang. Et donc en fait, ça joue un petit peu sur la perception aussi de bien-être qu'on peut ressentir au fond si on est bien relâché. Attention, tout ça est vraiment à condition d'être bien relâché, bien sûr, toujours. Après, il y a un effort qu'il va falloir fournir à la remontée qui est conséquent, mais somme toute beaucoup plus bref qu'en bassin quand on nage. Et tout ça mis bout à bout, le temps d'apnée totale en profondeur même sur les records aujourd'hui est plus court, beaucoup plus court que ce qu'on va retrouver en bassin. Alors qu'à contrario en bassin, on nage tout le long. On n'a pas l'effet pression qui va venir jouer sur la pression partielle d'oxygène dans le sang. Les apnées sont très longues. Mon ancien record du monde à 221 mètres à la brasse, par exemple, c'est 4 minutes 50 de nage, non-stop. Et quelque part, et en plus de ça, voilà, on a envie de respirer très vite et il faut travailler dessus, quoi. Et donc, je crois pouvoir dire, en restant vraiment droit dans mes bottes aujourd'hui, même par rapport à mes camarades profondistes, qui de toute façon, j'en suis certain, seront en grande majorité d'accord avec moi, la piscine, mentalement, c'est quelque chose de très très dur. Et voilà. Après, il n'y a pas l'aspect prise de risque, il n'y a pas l'aspect relâchement qu'il faut absolument maîtriser en profondeur. Pas l'aspect aussi grand bleu, alors attends, kiff. Non, ça c'est autre chose, ça c'est le kiff, bien sûr. Il n'y a pas l'aspect kiff grand bleu, évidemment, qu'on retrouve dès qu'on descend et qui est magnifique et que j'adore aussi. C'est pour ça que je pratique d'ailleurs l'apnée profonde. C'est pour ça que j'ai déménagé à Nice. Ça mène un sujet. Là, je te vois, et je pense que les auditeurs, ils vont l'entendre. T'es posé, t'as l'air un mec sain d'esprit. Je pense que t'es un kiffeur. Pourquoi t'allais te mettre sur un truc aussi dur? Parce que là, on va aller sur la piscine, puis après, on va parler des records en eau froide. Pourquoi tu te mets sur un truc dur comme ça? Par où commencer? Déjà, moi, j'ai commencé l'apnée en région parisienne, parce que j'étais parigot. Je suis d'ici, moi. Donc, j'ai commencé l'apnée ici en bassin. J'ai pas eu la chance de grandir sur la Côte d'Azur. Après, j'ai eu la chance de grandir à Paris aussi. ça apporte d'autres trucs. Mais en fait, j'ai dû commencer du coup l'apnée ici en bassin à 26 ans sur le tard. J'ai tout de suite découvert quelque chose dans lequel j'étais à l'aise et j'ai très très vite été vers la compétition parce qu'on m'a proposé de faire de la compétition. Et en fait, j'ai commencé à faire de la compétition en bassin parce que j'avais commencé l'apnée en bassin et que je vivais à Paris, tout simplement. Je suis pas devenu professionnel tout de suite. J'ai déménagé à Nice qu'il y a 3 ans et pour pouvoir justement me rapprocher du Grand Bleu et de la mer. Et donc en fait, j'ai fait toute la majorité de ma carrière d'apnéiste vivant à Paris et m'entraînant en bassin, faisant des compétitions en bassin, principalement parce que je vivais à Paris et que j'avais pas le choix. Après, si tu veux, je suis rentré dans un système et dans un sport où j'ai commencé à performer là-dedans. Et donc j'ai continué là-dedans. Et tu as commencé à performer très vite. Je crois en préparant, j'ai vu, tu commences assez tard. Je sais plus quel âge t'avais, mais 26 ans. Ouais. 26 ans. Ouais. Et genre 2 ou 3 ans plus tard, t'es déjà en mode championnat du monde, quoi. C'est ça. 2 ans plus tard, j'ai fait mon premier championnat du monde à Kazan en Russie, où j'ai eu ce premier record du monde et titre de champion du monde en même temps. Parce qu'on peut être champion du monde sans avoir un record du monde, et on peut faire un record du monde sans être champion du monde, c'est 2 choses différentes. Là, j'ai eu les 2 d'un coup. Et c'est allé effectivement assez vite. En 2013, premier titre. Et en fait, pourquoi j'ai vraiment mis l'accent sur cette discipline en bassin, c'est que facteur géographique déjà, voilà, j'ai commencé à Paris. Et en plus de ça, si tu veux, j'avais besoin de quelque chose à l'époque pour me cadrer un petit peu. J'étais dans cette vie parisienne, hyper bohème. Moi, je suis musicien à la base, guitariste, chanteur.
C'était vraiment la fast life parisienne. Enfin, vraiment, moi, je suis un enfant de la balle. Ma mère était comédienne. J'ai longtemps vécu dans cette vie parisienne artistique un peu que je fantasmais, que j'ai beaucoup fantasmé. La nuit à Paris, la bohème. Voilà, vraiment, cette vie assez décousue, si j'ose dire, mais qu'en fait, qui m'allait très très bien et dont j'ai profité pendant très longtemps. Mais toujours avec un pied dans le sport quand même. Hein, j'étais pas une épave. Hein. Pas complètement. Toujours. Hein, je vivais la guitare à la main, mais toujours avec mes running pas loin. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, j'ai voulu me sortir de ça, me recadrer, et c'est par le sport vraiment que j'ai réussi à me recadrer. Et j'avais besoin de quelque chose qui me donne un cadre, une discipline et quelque chose d'exigeant mentalement. Et presque dans la piscine, je retrouvais plus ça que dans la profondeur, parce que la profondeur est vraiment cette dimension uniquement plaisir pour moi, où c'est les vacances, quoi. Et alors que la piscine, c'est dur, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc difficile. Et donc, quelque part, je me suis bien trouvé dans cette discipline d'apnée dynamique. Et c'est marrant parce que tu poses la question, parce que justement là, en ce moment, où j'ai vachement évolué au niveau de ma situation, ma maturité, ma philosophie, ma psychologie intime aussi. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins là-dedans. Je suis beaucoup plus accompli. Et donc en fait, j'ai vachement moins envie de me faire mal dans des trucs un peu tarés. Et donc c'est pour ça que je me rapproche de plus en plus de la profondeur. Et d'ailleurs, c'est un de mes objectifs, c'est maintenant de passer plutôt sur la verticalité. Et donc c'est marrant, vraiment à une période de ma vie, j'ai eu besoin de ça pour me cadrer. Et tu vois. On va y revenir. Ça c'est récent. Hein, j'ai l'impression ce truc, j'ai envie de me faire moins mal parce qu'on va revenir sur ton record là de mars 2022 sous la glace en slip de bain. Mais c'est autre chose. Là. C'est autre chose. Mais tu vas me dire pourquoi. Mais pourquoi, à ton avis, est-ce que cette progression a été très rapide, tu vois, en 2 ans? Ensuite, tu enchaînes les records. Alors, d'un côté, je vais te dire, pour être honnête, moi, j'ai ce réflexe d'un côté de me dire, bon, ça se trouve, le sport est ultra confidentiel. En fait, tu te mets dessus en 2 ans, tu peux y arriver. Je tire le trait volontairement. Hein. Mais, et dans le même temps, je me dis, tu vois, les records de nager sous la pistoche, il y a tous les gamins de la planète qui le font, quoi. Et si toi, tu as réussi en 2 ans à claquer un record de dingue, c'est que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et à ton avis, c'est quoi? C'est des capacités physiques au départ ou c'est plutôt de mental? C'est quoi ton avantage concurrentiel là-dedans? 5 records du monde là-dedans, c'est quoi à ton avis? L'apnée, dans sa globalité, d'ailleurs, que ce soit la profondeur ou l'apnée dynamique, est un sport qui est essentiellement basé sur la capacité de relâchement, plutôt pour la profondeur, ou la combativité et le lâcher-prise face à la difficulté, le dépassement mental, je dirais, en ce qui concerne la piscine. Et si ce sont des choses qu'on maîtrise à peu près ou qui sont innées chez nous ou qui sont de l'acquis, je dirais, grâce à un parcours de vie, à la petite enfance, à l'éducation, aux épreuves qu'on a pu rencontrer dans la vie, par exemple, je dirais capacité de résilience, combativité, force mentale, si on dispose de ces 3 atouts, plus capacité de relâchement aussi, on peut aller très vite, très loin en apnée, que ce soit d'ailleurs à l'horizontale ou à la verticale. C'est franchement 80%, je pense, du boulot si on veut progresser en apnée. C'est vraiment du mental. Et cette force mentale, est-ce qu'elle s'est illustrée avant dans d'autres domaines? Est-ce que t'es vraiment un jusqu'au boutiste, t'es capable de t'infliger des choses très, très fortes? Non, mais d'ailleurs... par là Kylian Jornet, c'est un mec posé, quoi, tu vois. Ouais. Pourtant, il fait des trucs monstrueux. Tu parles à un mec du GIGN, c'est un mec ultra posé, pourtant il se lance dans l'arène avec les lions autour sans problème. J'ai pas dit que t'étais pas posé. Hein. Non, mais tu vois, oui, tu vois mais ce que j'ai par là, c'est jusqu'au boutiste. Oui, non, je sais pas. Non, je pense que j'ai un parcours de vie qui m'a donné une certaine capacité de résilience, je pense. C'est quoi? C'est des événements perso durs? Ouais, des drames, un parcours. Moi, j'ai perdu ma mère très jeune. J'ai énormément déménagé. Il a fallu que j'ai une grosse capacité d'adaptation, peu de repères, savoir tout lâcher au dernier moment, partir. Je pense que tout ça, c'est des trucs qui forgent. J'ai multiplié les expériences de vie. J'ai vécu dans plein d'endroits. J'étais totalement dans autre chose avant de faire l'apnée.
J'ai eu, dans ma famille, notamment ma mère, qui a une vie assez trépidante, où elle a vraiment brûlé la chandelle par les deux bouts aussi. J'ai rencontré plein de gens, j'étais dans la musique. Enfin, si tu veux, j'ai un parcours de vie qui est hyper riche. Moi, j'ai l'impression, mais en toute humilité, je dis ça, vraiment, c'est absolument pas prétentieux. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 3 vies. Et si tu veux, ça donne en maturité. Et ça donne aussi en capacité d'adaptation et en capacité de résilience, je pense. Et en combativité. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi pour réussir à performer dans ce sport qui est extrêmement exigeant, très dur. C'est un des seuls sports d'ailleurs qui existe où on apprend à dompter un réflexe de survie primaire, qui est l'envie de respirer. Et on apprend à le dompter et à le dépasser d'ailleurs. Et donc je pense que c'est beaucoup lié à la constitution de la psyché de chacun. Et que si on a la bonne équation, enfin si on a le bon équilibre comme ça en chacun de nous, on peut très vite aller très loin en apnée sans trop de problèmes. Voilà, combativité, capacité de relâchement, lâcher prise, capacité de résilience, ce genre de choses est très très bon pour l'apnée. Après évidemment, il y a du physique aussi. Il y a. T'es grand, faut le dire. Tu fais un bon 1m90. Ouais, il y a des apnéistes. Non, mais il y a des apnéistes plus vite le bord de la piscine, quoi. Qui sont de taille classique, qui vont très très loin. Je pense à mon camarade Alexis Duvivier, qui avait un record du monde juste avant moi d'ailleurs, qui a claqué un record du monde en bassin, qui est pas, je veux dire, il a une taille classique entre guillemets. Donc la taille a pas grand chose à voir là-dedans. C'est beaucoup une question de métabolisme aussi, par exemple. Avoir un métabolisme relativement lent, ça peut être intéressant en apnée. Avoir une bonne technique de nage, évidemment. Être à l'aise dans l'eau. Avoir aussi une bonne tolérance au CO2. Consommer son oxygène lentement, ça va avec le métabolisme. Je dirais que il y a quand même quelques petits facteurs métaboliques, on va dire constitutifs, départ, qui peuvent être intéressants d'avoir. La taille des poumons, ça n'a pas grand chose à voir parce que en fait on part grosso modo tous avec la même taille de poumon. Par contre, le stretch de la cage thoracique est très intéressant. Le poumon, lui, est un tissu mou qui va suivre la cage thoracique. Donc en fait, c'est pas le poumon qui est grand, c'est la cage qui est très stretch. Et du coup, on arrive à la mobiliser énormément et le poumon va suivre ce volume-là. Donc ça peut être intéressant, beaucoup de stretching thoracique du coup. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que effectivement, il peut y avoir un petit peu d'inné là-dedans, mais je pense que c'est aussi beaucoup d'acquis liés à la personnalité de chacun et à la psychologie en réalité de chacun. Et je pense que c'est grâce à ça avant tout qu'on arrive à aller très très loin en apnée. Et si on a ces capacités-là, on n'a pas besoin de commencer l'apnée à 12 ans pour devenir un champion, on peut commencer sur le tard. Et en tout cas, inné ou acquis, ce qui est très marrant, donc tu fais ces records, je l'ai évoqué, et là, tu décides, tu vas nous expliquer comment tu as décidé ça, de te dire, ok, donc maintenant, je me suis battu contre un réflexe primaire qui était de ne pas respirer, je vais me mettre une deuxième contrainte quand même ultra primitive, le froid. Et là, tu commences à aller nager sur glace. Moi, qui est un truc que je trouve... Sous glace. Oui, sous glace, tu as bien raison. Pourquoi tu décides de faire ça ? Eh ben, écoute, je me suis d'abord intéressé... Alors d'abord, j'ai fait un parcours d'apnée classique, donc en bassin, avec même quelques compétitions en mer déjà à l'époque. J'ai exploré tout ce que j'ai pu explorer dans l'apnée, on va dire, classique. Et donc, il a fallu que je me sorte un petit peu, que je trouve quelque chose de nouveau, en fait, parce que j'avais tout fait. Je venais de battre le record du monde à 300 mètres que j'attendais depuis longtemps, qui était un peu l'objectif ultime de ma carrière de compétiteur. C'était un peu la barrière qu'on attendait depuis longtemps dans l'apnée. J'ai claqué ce 300 mètres avec ma monopalme en bassin, record du monde, champion du monde en plus aussi à l'époque en même temps. Et là, en gros, je décide de chercher quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, en plus, à peu près en même temps, mon camarade Alex Voyer, qui est un photographe underwater français de renom, de haute volée, et qui est un de mes très très bons potes, avait commencé à l'époque à m'initier un petit peu à la nage hivernale. C'est-à-dire l'eau froide, les bienfaits de l'eau froide, sur le corps et l'esprit d'ailleurs. L'eau froide, c'est miraculeux, donc tout ce qui est douleur chronique, tout ce qui est inflammatoire,
Récupération musculaire, bien sûr, ça on connaît déjà. Tout ce qui est qualité du sommeil, perte de poids, au niveau même anxiété, dépression, parce qu'il y a un gros dégagement d'hormones. Bref, le froid, miraculeux. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'eau froide, toujours pareil pour affiner un petit peu ma connaissance et mon expertise, on va dire, du milieu aquatique. Donc dans mon rapport à l'eau, voilà, curieux, allez, je commence à m'intéresser à l'eau froide. Je commence à faire de la nage en eau froide avec lui. On va se baigner d'ailleurs dans le canal Saint-Martin à Paris en plein hiver, des trucs assez marrants comme ça. Et là, en 2017, je décide de mélanger mon intérêt pour l'apnée et mon intérêt pour l'eau froide, et je claque un premier record du monde sous glace avec ma grosse combinaison. À l'époque, j'avais une combinaison de 5 mm, donc on va dire que l'aspect acclimatation au froid était assez minime. Ouais, enfin, tu relativises parce que demain, moi, je pense, je me mets avec ma 5 mm, je me mets dans de l'eau glacée, je vais le sentir passer, quoi. Ouais, toute proportion gardée, Voilà. on va dire. Mais je claque un premier record, voilà, 175 mètres avec ma monopalme et ma grosse combi à l'époque. Et ça te demande quoi comme travail d'adaptation? Beaucoup de travail? Tu dis que c'est pas tant que ça? Mais... Pas tant que ça, ça va. J'ai réussi à ne pas aller trop dans l'eau glacée sans combi pour ce record. J'ai principalement fait tout mon entraînement avec combinaison et ça me suffisait. Et après avoir claqué ce record, qui était mon dernier record en 2017, je me suis dit, bon, là j'ai fait une petite traversée, petit calme plat pendant 1 an ou 2. Et à un moment donné, il a dit, ok, je me suis dit, bon, il faut que je me lance dans un projet sportif. Et j'ai eu cette idée de me lancer dans un projet de double tentative de record, donc l'année dernière et cette année, qui était toujours dans mon rapport à l'eau froide, parce que sur ces 2 années depuis 2017, j'ai continué de me baigner en eau froide, de découvrir ce truc, donc j'ai continué d'approfondir ma relation à l'eau froide. Et en fait, à un moment, je me suis dit, allez, c'est reparti, je vais claquer 2 records, cette fois à la brasse, sans ma monopalme, et je vais faire avec et sans combi. Voilà, les 2. Donc à la brasse avec combi, à la brasse sans combi. Je fais ça donc avec ma combi en 2021, 120 mètres, record du monde. Mais combi beaucoup plus fine, là, 2 mm. Donc là, il y a eu une grosse composante d'acclimatation au froid. En plus, elle était trouée de partout et tout. Je prenais, c'était l'horreur. Et cette année, j'ai fait la même chose, mais sans combi, donc 105 mètres en slip de bain. Donc presque autant, quoi. À Walpé. Ouais, un petit peu moins quand même, Ouais, 15 mètres de moins, voilà. 105 mètres, et donc là, tu te mets en maillot de bain. Ouais. C'était où? C'était au Canada, c'était à côté d'Ottawa. Et là, pour ce record-là, sans la combi, il y a eu vraiment... il a fallu que je découvre quelque chose d'entièrement nouveau, qui est la véritable acclimatation au froid, que je croyais maîtriser, mais que je ne maîtrisais pas du tout. Et c'est-à-dire se mettre dans l'eau glacée 3-4 fois par semaine pendant 15-20 minutes, en nageant, en se forçant à nager, et réussir à gérer des degrés d'hypothermie légers, régulièrement, réussir à gérer ce que ça provoque au niveau physiologique aussi comme réaction, appréhender tout ça et acclimater son corps à ce genre d'épreuve. Et je l'ai fait sur 2 ans, voilà, en gros. Alors comment ça se passe? Parce que je m'imaginais un peu la scène, tu vois, où je me transposais, je me dis, bon, je me pointe en slip de bain, voilà, au Canada, en Alaska, je vais me mettre dans l'eau glacée. Tu fais quoi? Est-ce que tu fais comme tous les Français, là? Est-ce que tu te mets un petit peu d'eau sur la nuque déjà pour, avant de te lancer, comment tu te prépares au froid? Bah déjà, tu t'acclimates au froid sur du long terme. L'acclimatation au froid, c'est un truc qui se fait sur du long terme. Tu peux pas faire ça sur une semaine, c'est impossible. Donc en gros, il faut se baigner l'été en mer, de préférence. Si on n'habite pas au bord de la mer, faut se trouver des lacs, il faut se trouver des rivières. T'as dit l'été, mais tu voulais dire l'hiver? Non, l'été. Il faut commencer par se baigner l'été. Tu te baignes l'été, l'eau est bonne. Quand l'automne arrive, tu continues de te baigner. La température de l'eau va commencer à baisser et surtout tu continues de te baigner aussi longtemps. Et l'eau baisse petit à petit au fur et à mesure de l'automne. L'hiver arrive, l'eau continue de baisser, il faut continuer à se baigner régulièrement. Et il faut se baigner tout l'hiver, continuer de se baigner en plein hiver. Et le printemps revient, la température remonte, continuer de se baigner. Il faut faire ça en fait sur 2 ans, sur 2-3 saisons, quoi. Voilà. 2-3 saisons d'hiver, je veux dire. Et c'est important parce qu'ensuite le corps prend le rythme de l'évolution des températures de l'eau au fur et à mesure des saisons. Et en fait, le corps rentre dans une espèce de truc cyclique où en fait, il prend l'habitude et il s'adapte à l'hiver.
et ça devient beaucoup moins traumatisant. Et après 2-3 hivers à nager dans l'eau froide, ça devient quelque chose en fait d'assez facile. Et on se fout dans l'eau froide relativement facilement. Et voilà, l'idée est vraiment d'inscrire un process sur du long terme. Et en plus de ça, quand on commence à se rendre compte des bénéfices que ça a sur la santé, on tombe plus malade. C'est hyper bon pour le système cardiovasculaire. Ouais, ça, j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu. Alors, tu vois, ce que tu dis de ce baigner hiver, alors moi, je l'ai fait une fois. Alors, je salue un collectif qui s'appelle, c'est le collectif des Trempettes. C'est du côté de Normandie. J'ai une copine Gaëlle que je salue, qui parfois va se baigner. C'est pas mal des femmes d'ailleurs, qui se baignent en maillot de bain dans la Manche. Et donc un jour Gaëlle me dit tiens, je vais me baigner. C'était le lendemain de mon anniversaire. Ouais, ok. Elle me dit tiens, je vais me baigner dans la Manche au mois de mars et tout. Je dis allez, j'y vais, je suis chaud. Donc j'y vais en maillot de bain, 8 degrés. Ce qui est froid ou relativement chaud pour toi, mais bon, ce qui ça commence à être très sérieux, 8 degrés. À piquer, quoi. Donc là, je me mets dans l'eau. Là, j'ai des picotements au début de dingue. Enfin, ça me fait mal aux jambes, en fait, tu vois, sur la première. Je peut-être resté 1 minute 30 quand même, tu vois, mais j'ai hyper mal. Et après, j'ai trouvé ça, bon, pas agréable, quoi, mais en tout cas, j'arrivais à nager, ça allait. Je te dis, j'ai pas tenu hyper longtemps, mais je me suis pas non plus mis dans un truc force mentale, faut que je tienne le plus longtemps possible, tu vois, j'ai voulu vivre le truc, je suis sorti de l'eau, et là, ce qui m'a surpris, c'est 2 choses. C'est déjà, je suis sorti de l'eau, j'avais pas froid. Bien sûr, on était mois de mars, il faisait un temps horrible, et en Normandie, et j'avais pas froid. Si j'étais en maillot de bain, je pouvais tenir une discussion sans problème, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a eu ça, et puis à un moment, j'ai quand même décidé de me recouvrir, de me sécher, tout ça. Et là, par contre, j'ai pris un coup de pompe derrière, enfin, une fatigue hyper importante. Est-ce que c'est des choses normales? Oui, c'est des trucs classiques qu'on retrouve chez les personnes qui ne sont pas très acclimatées et qui se mettent dans l'eau froide. Il n'est pas obligé d'ailleurs d'être ultra acclimaté pour faire un plouf en eau froide pour essayer, parce que c'est quelque chose, pour l'expérience, qui peut se faire sans aucun problème. Mais c'est sûr que plus on est acclimaté, moins on subit ces désagréments. Et notamment le coup de pompe après. Ouais. Et plus on est acclimaté, plus le flash d'immersion, que j'appelle ça comme ça moi, qui est un peu délicat, va être bref. C'est-à-dire plus on est acclimaté, plus c'est un inconfort. Le flash d'immersion, c'est ces douleurs que j'ai décrites par exemple. C'est l'inconfort quand on se met dans l'eau froide, qui dure 2 à 5 minutes. En fonction des gens, en fonction de l'acclimatation, en fonction de la température de l'eau, en fonction de la température du corps avant d'aller dans l'eau. Enfin, ça dépend de pas mal de choses. Cet inconfort qu'on ressent quand on est dans l'eau glacée et qu'on se met dans l'eau glacée, qui peut être très désagréable, dure entre 2 et 5 minutes. Après, on est bien en général, mais tout le monde. Et toi, par exemple, là maintenant que tu es très entraîné, tu es le spécialiste mondial du sujet, tu te mets dans de l'eau glacée en mode... chill ou bon, quand même ça pique un peu? Alors je suis loin d'être le spécialiste mondial de la nage hivernale, parce qu'à mon petit niveau je nage dans de l'eau à 3-4 degrés pendant 12 minutes, 15 minutes max sans trop de problèmes. Il faut savoir que les champions de nage hivernale peuvent nager l'ice mile, donc c'est-à-dire entre 20 et 30 minutes dans de l'eau qui peut être à 2 degrés sans aucun problème. Et derrière, ils vivent le truc assez bien, donc il n'y a pas de donc il y a pas de problème pour eux. Donc je suis loin d'être à leur niveau, mais à mon petit niveau, on va dire que oui, maintenant quand je suis acclimaté en plein hiver et que je me mets dans de l'eau glacée, je peux tenir une quinzaine de minutes dans une eau à 2-3 degrés. Sans trop de problèmes. Alors je vais avoir de toute façon une phase en sortant de l'eau qui est assez difficile, qu'on appelle l'afterdrop. L'afterdrop effect, l'effet afterdrop, c'est-à-dire qu'en fait l'afterdrop, ça porte bien son nom, la température continue de chuter après qu'on soit sorti de l'eau, en réalité, de la température du corps, parce que quand on se met dans l'eau froide, en fait, le corps réagit, il y a une vasoconstriction qui se met en place, donc le sang en gros quitte les bras et les jambes, va se focaliser sur l'intérieur du corps pour garder au chaud et alimenter en oxygène le mieux possible et le plus longtemps possible les organes nobles, cœur, cerveau, poumon. Donc là, formidable mécanisme de défense du corps. Et donc le sang est au chaud à l'intérieur du corps quand on est dans l'eau froide, en fait. Et quand on sort de l'eau froide, la vasoconstriction va diminuer.
on va revasodilater à cause de la température de l'air qui va être plus chaude que l'eau et aussi le fait de ne plus être au contact de l'eau, les pores la peau les vaisseaux vont se dilater. Et donc à ce moment-là, le sang qui était au chaud à l'intérieur du corps va repartir dans les bras et les jambes qui eux se sont refroidis au contact de l'eau. Et le sang là va vraiment se refroidir pour le coup. Et en repartant ensuite dans la circulation interne, après s'être refroidi au contact des bras et des jambes, là il va refroidir le corps en profondeur, l'intérieur du corps donc en profondeur, qui était resté jusqu'à présent à peu près au chaud. Donc c'est pour ça qu'on va se mettre à trembler après être sorti de l'eau et qu'on va traverser une phase qui va durer entre 20 et 40 minutes, 45 minutes, parfois même 1 heure, où on va trembler comme une feuille. Est-ce que c'est ce coup de pompe que je... Non, le coup de pompe vient après ça. D'accord. Ça, c'est vraiment la réaction tout de suite en sortant de l'eau où on tremble comme une feuille. Les tremblements peuvent être assez violents d'ailleurs. Parfois, ça peut être presque inquiétant, mais en fait, c'est complètement normal. C'est le corps qui se réchauffe de manière passive avec des contractions musculaires incontrôlées. Où là, en fait, on se réchauffe. C'est les muscles, tac, 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 ça se réchauffe. Les muscles s'actionnent pour réchauffer la machine. Une fois que les tremblements sont terminés, ça veut dire que le corps s'est relativement réchauffé. C'est à partir de là où on peut vraiment se mettre devant un chauffage, si on veut, ou se mettre à la rigueur dans un sauna pas trop chaud, ou dans un bain, mais pas non plus à 50 degrés, dans un bain relativement tiède chaud, quoi, voilà, à bonne température. Avant ça, il ne faut surtout pas. Il faut se réchauffer passivement, ne pas se réchauffer trop vite, ça peut être dangereux. Parce que justement, si on vasodilate trop vite les bras et les jambes, en se mettant dans du chaud tout de suite, le sang va très vite se refroidir du coup au contact des bras et des jambes et va revenir glacé au niveau du cœur. C'est ce que j'avais entendu aussi sur les victimes d'avalanche. Il fallait être très prudent sur la façon dont on réchauffait les gens en hypothermie. Ouais, bien sûr. Faut pas le cœur n'aime pas trop le sang froid. Donc si le cœur revient trop froid trop vite, le sang revient trop froid trop vite au niveau du cœur, le cœur peut lâcher. Et donc, après cette phase de tremblement, quand les tremblements se sont estompés, là, tu peux te réchauffer. Alors, par contre, boire un truc chaud, très important, ça oui, dès que tu sors de l'eau, ça tu peux, par contre. Boire un truc vraiment chaud pour réchauffer de l'intérieur, ça tu as le droit. Et après les tremblements, effectivement, si tu n'es pas trop habitué à l'exercice, tu vas taper un gros coup de pompe et tu peux dormir pendant 2-3 heures sans problème. C'est lié à la décharge calorique que tu viens de subir, au traumatisme que ton corps vient de subir. Et là, tu peux pioncer un bon moment, tu vas avoir besoin de sucre, tu vas avoir très très faim, tu vas avoir besoin de bouffer des calories, de dormir et de ne rien faire de ta journée. Mais ce dont tu te rends compte, c'est que si tu fais ça régulièrement, déjà tu vas être de moins en moins fatigué après. Et par contre, à un moment donné, tu vas commencer à te renforcer aussi. Tu vas dire, ok, j'ai une belle peau, je suis un peu plus fit, je dors bien. Je tombe plus malade, c'est bizarre. J'ai plus de rhume l'hiver, je suis résistant, j'ai moins besoin de me couvrir en plein hiver. Prenons le cas. Tu vois ce que je veux dire ? Je prends un exemple complètement fictif d'un rider parisien, qui aurait 40 ans par exemple, et qui s'appellerait Mathieu. Bon. Moi, j'ai 2 conseils à te demander. Le premier, dès que l'hiver revient, dès qu'il fait moins de 15 degrés à Paname, je m'enrhume. Et tout le monde prend froid, c'est l'enfer. Est-ce que ça se gère ? Est-ce que toi, tu as trouvé des techniques pour justement mieux gérer cette arrivée dans l'automne et en hiver ? Et puis, deuxième chose, en tant que rider, il y a toujours ce sujet de pas trop mal vivre l'hiver. Tu vois. Et donc, moi, il y avait un truc que j'appelais un mi-turbin. Mais quand je t'écoute, je me dis que c'est pas tant que ça un mi-turbin. C'était de tenir ces combinaisons les plus fines possibles le plus longtemps possible. C'est-à-dire en surf ou en kite, voilà, tu allais en 5-3 l'hiver, il y avait le truc de dire oh là là, 5-3, si tu la sors trop tôt dès septembre, gars, tu t'arriveras pas en février, quoi. C'est quoi un peu tes 2 conseils sur ces 2 sujets ? En gros, de toute façon, plus on s'expose au froid, plus on est résistant au froid, et moins on est sujet aux maladies hivernales. Parce qu'en gros, l'hiver va venir affaiblir en fait l'organisme, ce qui fait qu'on va être plus sujet aux infections, quoi. Et donc en fait, si on est plus résistant au froid, on ne sera pas affaibli, donc on sera plus résistant. Du coup, chez toi, tu mets pas le chauffage, tu sors sans écharpe, comment tu fais ? Si, parce qu'il faut aussi distinguer la notion de confort qui peut exister chez chacun et qui est, j'adore faire un sauna, j'adore, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Mais c'est vrai que plus on se met régulièrement, et plus on est au contact du froid et notamment l'eau froide, évidemment.
Je parle pas de se balader en t-shirt en plein Paris tout l'hiver, ce serait débile et bizarre, mais c'est de se mettre dans l'eau froide le plus régulièrement possible, 2-3 fois par semaine, c'est pas mal, et de surtout y aller progressivement pour, une fois que l'hiver arrive, réussir à se baigner régulièrement dans de l'eau froide, et tu verras, en plus d'être moins affaibli par le froid, ça va booster tes défenses immunitaires. Et donc en fait tu tomberas plus malade. Donc ça, tu ça me peut être dis une là, première, qu'est-ce que je peux faire? Donc à Paris, là, tu me dis, je crois avec une douche, ça marche aussi. Je me mets douche froide tous les matins, ça c'est très bien. Alors tu la commences chaud parce que sinon c'est horrible. De sortir du lit, de se mettre direct dans l'eau froide, c'est insupportable. Même moi je le fais pas. Mais tu la commences chaude et au bout d'une minute ou deux, voilà, tu te la mets tranquillement sur le froid, et tu verras. Au début c'est dur, et puis petit à petit en fait tu t'y fais. Et combien de temps ça devient quelque chose. Combien de temps tu fais froid du coup? Bah après tu fais toute ta douche normale à l'eau froide. À l'eau froide, quoi. Ouais, tu la fais à l'eau froide. Okay. Tu commences au chaud, et puis très vite tu la mets sur du froid. Okay. Puis après tu prends ta douche à l'eau froide, et tu verras au bout d'un moment ça va être quelque chose qui va devenir nécessaire, et ça va être un truc, une routine qui fait que quand tu auras plus ta douche froide le matin, tu te sentiras moins d'attaque, tu te sentiras moins frais mentalement, tu auras moins les idées qui percutent, tu seras moins rapide, moins disponible intellectuellement. Et en fait, très vite, tu te rends compte que putain, ça joue vachement. Pour les maladies, l'hiver, c'est ce que je t'ai dit, se mettre dans de l'eau glacée, dans de l'eau froide régulièrement. Moi, je fais ça avec le collectif des ourques polaires. Tout à l'heure, tu me parlais de la trompette. Moi, je fais ça avec mes camarades des ourques polaires qui sont à Paris, qui se baignent dans le canal de l'Ourcq tout l'hiver. C'est des mecs assez marrants, ils ont une page Facebook. Vous pouvez aller les voir sans problème. Si tu te baignes dans l'Ourcq, alors ok, tu chopes pas de rhume, mais tu chopes le choléra. Tu chopes des. Non. En fait, le canal est propre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'eau du canal est testée hyper régulièrement. Il n'y a aucun égout, aucune industrie qui rejette quoi que ce soit dans le canal. Alors, il y a des Vélib et des caddies, mais ça, c'est pas sale, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux pour la santé, c'est produits chimiques, eau noire, donc égout, ce genre de choses. C'est à partir du moment où t'as pas de trucs comme ça, c'est pas très. Sauf s'il a plu énormément et que l'eau de l'écoulement des voiries est tombée dans le canal, où là oui, il va y avoir quelques jours où ça va être un peu pollué. Mais sinon, l'eau du canal est relativement propre, et en fait, elle est baignable sans aucun problème. Et donc il y a un collectif qui tous les dimanches. Les ourques polaires. Les ourques polaires, ils sont au canal de l'Ourcq dans le 19e, et c'est hyper marrant. On se retrouve en plein hiver au bord du canal de l'Ourcq, là dans le 19e. Tout le monde arrive avec sa serviette, son slip de bain. Tout le monde peut se pointer, je peux me pointer? Ouais. Tu vas les voir sur Facebook, tu leur écris un petit message, et tu leur dis que tu viens de ma part, ils seront super contents. Et tout le monde, dans la bonne humeur, se fout dans la flotte. Même pour l'expérience, franchement, ça peut être très très drôle, même si tu n'y vas pas régulièrement. Et là, t'es accompagné avec des gens qui ont l'habitude en plus, tu vois, qui connaissent les bons spots pour se baigner dans le canal, entre la Villette et Stalingrad, tu vois, et où il y a pas mal de spots assez sympas. Et donc moi, j'ai fait toute mon acclimatation au froid avec eux quand j'étais à Paris, par exemple. Et le canal, l'hiver, descend à 3-4 degrés, donc c'est vraiment un très très bon entraînement, quoi, ouais. Bon, je vais commencer par la douche, et puis si je suis pour chaud. répondre à ta question par rapport au kite et au surf, etc. Alors, si tu veux, je pense que le but principal quand tu fais du kite et du surf, c'est pas de t'acclimater au froid, c'est d'être performant en kite et en surf. Et si ça passe par avoir une bonne combinaison pour être dans un confort relatif, il faut pas hésiter à te mettre une bonne combinaison, parce que l'important pour toi, c'est de bien surfer, c'est pas d'être résistant au froid. Je te conseillerais de faire ton acclimatation au froid à côté, si tu veux, mais d'être dans les meilleures conditions pour pratiquer le surf l'hiver. Et si le fait d'être avec une combinaison de 2 mm, ça fait que t'as froid, tu trembles au bout d'une demi-heure et tu peux plus rester dans l'eau, c'est con. Mets-toi une bonne combi, puis reste 2 heures dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'intérêt, c'est de progresser en surf et de te faire plaisir en surf, et non pas de t'acclimater au froid ou de faire de la nage hivernale. Ça, je te conseillerais de le faire du coup à côté. Et après, si au bout de 2 heures dans l'eau, tu te rends compte que t'as chaud avec ta 5, la session d'après, t'essaies d'y aller avec une 3, et puis ça se trouve tu y arriveras, parce que à côté de ça, t'as fait ton acclimatation au froid, et que du coup t'es plus résistant, et donc tu peux rester le même temps dans l'eau avec une 3 que ce que tu faisais avant avec une 5, tu vois, et à ça là tu seras plus à l'aise sur ta planche, etc. Je vais tenter le truc. Je vois très bien. Je vais tenter le truc de la douche. Bon, là on parle des gens un peu des gens normaux, mais toi, donc j'aimerais bien qu'on revive un peu ce record du monde là, sous la glace, pour bien comprendre. Donc t'arrives, j'imagine t'es avec ton comment tu te dessapes, ça se passe, comment ça se passe, explique-moi. Comment ça se passe? Ça dure 2 ans.
Ça dure 2 ans, en fait, pendant lesquels j'ai la trouille, déjà. 2 ans pendant lesquels j'ai la trouille, et pour essayer de vaincre un petit peu cette trouille, je me prépare du mieux possible. Pourquoi t'as peur ? J'ai peur d'y rester, quoi. J'ai peur d'y rester. À cause du froid ? J'ai peur des réactions physiologiques extrêmes, des apnées très longues en eau glacée. Pour me rassurer par rapport à ça, je m'entraîne comme un fou en apnée, je m'acclimate comme un fou au froid, et avant de partir, je mets énormément d'apnées très longues en eau très froide. Moi, il y a un truc que j'ai fait pour préparer ce podcast, j'ai essayé de regarder un peu, je t'ai parlé du froid, tu vois, de regarder toutes les études qui ont été faites sur le froid. Bon, t'arrives tout de suite sur Wim Hof, hein, enfin, qui est un peu le mec qui revient tout de suite sur le froid. Bon, on pourra faire un épisode sur Wim Hof à une occasion. Mais il y a assez peu de choses, tu vois. Ouais. T'as réussi à te documenter sur qu'est-ce qui pouvait t'arriver à te mettre 3 minutes comme ça sous l'eau? Alors, justement, j'allais y venir. Pour me rassurer, je fais plein de choses. Déjà, je me prépare. Effectivement, je m'acclimate. Mais je m'entoure aussi d'une équipe médicale et scientifique pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux de faire ce genre de choses. Donc j'ai travaillé avec un cardiologue de l'INSEP à Paris qui s'appelle François Raoult, qui est un cardiologue du sport qui accompagne plein d'athlètes. On a travaillé avec la Maison du Hand à Paris, à Créteil, où on avait un bassin d'eau à 8 degrés à notre disposition, donc on a fait tous nos tests là-bas. Et là, avec une entreprise de matériel médical qui s'appelle Cardionet, qui a fourni plein de matériel expérimental avec des ECG qui vont dans l'eau, des capteurs de température Bluetooth, des tensiomètres de pouls digitaux, on a réussi à faire un petit peu la distinction de ce qui pouvait se passer sur des apnées en eau tempérée, des apnées en eau froide. Mais ce que je dis toujours, si tu veux, c'est que même si on a réussi à noter quelques différences et on a commencé à comprendre un peu certaines choses, pour une étude médicale, une personne sur 1 an, ça suffit pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que j'ai l'habitude de dire d'ailleurs en conférence, c'est que j'ai pas 1 million de tennismen qui sont passés avant moi sur une tendinite du coude. Tu vois ? C'est très difficile en réalité de comprendre réellement ce qui se passe, quels sont les risques, comment les prévenir et comment intervenir face à quels risques d'ailleurs, parce qu'on sait pas trop. Donc en fait, il y avait vraiment cet inconnu, où malgré cet entourage que j'avais, qui était très complet, avec beaucoup de gens qui m'accompagnaient là-dessus au niveau médical, malgré cet accompagnement médical, on a compris certaines choses, mais j'étais quand même dans le doute et dans l'expérimental. Et donc en fait, malgré tout ce que j'ai mis en place pour me rassurer par rapport à ça, arrivé le jour J, j'étais quand même flippé sur la glace, tu vois. Le jour J, t'avais peur ? Ah bah oui, c'est-à-dire que je savais pas où j'allais. Moi, sur mes test dive, avant de partir au Canada, dans les Alpes en France, j'ai pu faire des 80-90 mètres dans une eau à 5-6 degrés. J'étais pas sur des 105 mètres dans une eau à 0,7. J'avais même pas les conditions adéquates en entraînement que j'allais avoir le jour J sur la glace, parce que va trouver en France un lac gelé clair avec une équipe qui peut assurer ta sécurité, creuser des trous, enlever des tonnes de glace, tendre des câbles, 2 câbles de 105 mètres sous la glace. Enfin, ça demande une logistique monstrueuse. Au Canada, on avait 40 personnes pour nous accompagner là-dessus. En Finlande aussi, d'ailleurs, pareil. C'était la même équipe. Donc en France, c'est impossible de mettre ça en place pour mes entraînements. Donc j'ai pu faire ça avec une équipe d'ailleurs, le club de plongée de Passy-Salanches dans les Alpes, qui m'a beaucoup aidé pour mettre en place mes entraînements et sur place avant de partir au Canada, où j'ai pu faire ces test dive justement en lac froid, mais j'avais pas de lac gelé à bonne température avec la bonne distance, etc. Et donc en fait, je me suis retrouvé le jour J au Canada, où à partir pour le record sur un truc que j'avais jamais tenté. Et donc j'étais comme ça, quoi. J'avais les jetons, quoi. Et en fait, alors le jour J, pour continuer d'essayer de diminuer cette appréhension, en gros, c'est 2 heures de prépa. 2 heures de prépa. Je vais marcher sur la glace d'abord, faire de la visualisation, me regarder nager. Là, t'es habillé en parka. Là, je suis habillé couvert à fond, bien sûr. Et je nage sur le long du track, donc le long du setup en fait, qui a été construit sur ce lac gelé. Et je me regarde passer comme ça sous les issues de secours, et je me projette vraiment dans la performance. Je fais ça 2-3 fois pour vraiment préparer mon cerveau à l'épreuve qui l'attend. C'est vraiment de la visualisation. Je m'imagine la mise à l'eau, l'envie de respirer qui arrive après 20 mètres, la difficulté qui augmente crescendo, le moment très très difficile, la sortie, la validation du protocole devant le juge,
la sortie de l'eau. Vraiment, je me projette complètement sur la performance et je me la fais comme ça 2, 3, 4 fois où je fais des allers-retours comme ça sur la glace le long du track. Une fois que c'est fait, je vais dans une tente qui est chauffée au bord du lac avec un poêle à bois, une espèce de tente sauna, où là je me charge en chaleur, je m'équipe, maillot de bain, longe. C'est quoi une longe ? Une longe, c'est une longe comme en surf, comme un leash en fait, donc qui est strappé au poignet avec un câble et un mousqueton de l'autre côté. Ah oui. Ça, c'est ma longe qui va être accrochée à la ligne de vie sous la glace. Donc je me l'accroche au poignet, je fous mon bonnet, je fous mes lunettes, je prends mon masque, pas mes lunettes. J'enfile ma dry robe, cette espèce d'énorme parka rembourré là, qui tient chaud, qui est un truc d'ailleurs très connu chez les nageurs en eau froide, la dry robe. Et là, je sors de cette tente où je me suis bien chauffé et je migre vers une toute petite tente qui elle est vraiment sur la zone de départ, où là la tension commence vraiment à monter. Et là, ça tombe bien parce que dans cette petite tente, je vais faire 1 heure de respiration et de relaxation qui est absolument indispensable avant de partir, sinon je ne peux pas partir, quoi. Et là, pendant 1 heure, je passe à travers des exercices de relaxation et de respiration et d'apnée qui vont déjà préparer mon corps à la saturation en CO2 et à la désaturation en O2. Donc, c'est-à-dire je fais des exercices d'apnée, d'échauffement, en gros, et qui vont aussi faire baisser le niveau de tension. Voilà, obligatoire. Mais malgré tout, au moment de sortir de cette tente, au moment de me mettre à l'eau, donc là, j'enlève ma parka, je suis en maillot, assis sur la glace, les jambes qui trempent dans l'eau glacée. Là, il faut que je descende dans l'eau, donc je me glisse dans l'eau glacée qui est à 0,7 degrés. Le juge international CMAS, qui est à côté de moi, lance le compte à rebours. J'ai 2 minutes à partir du moment où je me suis mis dans l'eau pour partir. Et là, 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute, 45 secondes. Et pourquoi t'attends ? Et dans ma tête... Pourquoi t'attends les 2 minutes ? Qu'on pourrait se dire, tu pourrais te jeter le plus vite possible pour consommer moins d'énergie. Il y a ce fameux flash d'immersion au début qui est désagréable. Donc je donne le temps à mon corps de s'acclimater un tout petit peu en fait à la température. Et tu bouges, Non, je suis ultra concentré, je respire en surplace dans l'eau, la tête qui dépasse de l'eau. Je mets la tête quelques fois sous l'eau pour réussir à acclimater un petit peu la tête aussi à l'eau glacée. Donc voilà, vraiment je suis sur place et je respire et j'écoute le compte à rebours et je suis toujours flippé en fait. Il y a toujours une petite dose d'appréhension, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, en fait, mais ça arrive vraiment juste avant le départ, c'est-à-dire c'est 30 secondes avant le top départ. Là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je me traîne l'appréhension. Et en fait, à un moment donné, il y a une espèce de flash où je fais un choix qui est celui d'accepter ce qui peut se passer sous la glace. C'est-à-dire, en gros, malgré tout ce que j'ai mis en place pour diminuer le risque, il reste une part incompressible de risque, d'inconnu, qui de toute façon fait partie du jeu. Et à un moment donné, il faut que je l'accepte. C'est-à-dire, je suis là devant le track, qui est devant cette ligne qui est tendue devant moi, qui me montre le chemin presque. C'est ma destinée, quoi. Je dois y aller, le track est devant moi, je suis dans l'eau, je suis à 30 secondes du départ. Allez, c'est maintenant, vaille que vaille, je m'en remets un petit peu à quelque chose qui me transcende, qui me dépasse. Je m'abandonne à ma bonne étoile. Ça, ce flash là que tu décris 30 secondes avant, c'est un truc que tu vis à chaque fois que tu fais un record ou c'est très spécifique à ce... Non, c'est vraiment spécifique à l'apnée sous glace, où là il y a une vraie prise de risque et à un moment donné, il faut que j'accepte ce risque. Voilà. Et je pense que même s'il est très mesuré, ce risque existe, même s'il est calculé, même si je suis préparé, il y a de toute façon une part de risque qui est là. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, j'espère que ça va bien se passer, mais ça peut mal se passer. En tout cas, j'accepte le fait que ça puisse mal se passer. Et je lâche prise par rapport à cette peur, et je m'abandonne à quelque chose qui me transcende un petit peu, et là, je me gonfle et je pars. Et en fait, à ce moment-là, ça va. Je suis sous l'eau, je suis au début de ma perf, l'envie de respirer n'est pas encore là, je suis dans un état un peu second, je suis dans le flow, un peu comme on dit, tu sais. Souvent chez les sportifs, degré de concentration ultra élevé, totalement focalisé sur l'objectif. J'ai plus peur, j'ai accepté ce risque, je m'en suis remis à autre chose en fait. Et je pense que si tu veux, cet aspect un petit peu, on pourra dire philosophique, un petit peu
presque ésotérique, presque mystique, au moment où on s'abandonne un petit peu à sa destinée, et ben je pense que cette foi est indispensable quand on se lance dans ce genre de truc. Et je pense que si t'en parles à des sportifs qui tentent des trucs un peu risqués comme ça, un peu extrêmes, je pense qu'ils auront à peu près tous le même discours. Je t'en parle à Justine Dupont, je suis sûr qu'elle te dit la même chose. Hein. Bah, je sais pas. Tu vois, c'est-à-dire à un moment, elle lâche prise, tu vois, et elle y va, quoi. Ouais, je sais. Tu vois, je t'écoute et je sais pas. Je sais pas parce que justement ici, j'ai entendu beaucoup de. Il me semble avoir entendu beaucoup de discours sur la peur, la gestion de la peur, la gestion du risque, du risque minimum. Ouais. Et non, ce que tu me dis, en fait, tu sais ce que ça me rappelle, ce que tu me dis, c'est certains récits de gens qui m'ont dit qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ce moment... oui, non, mais tu vois, tu vas rebondir. Tu vois, ce moment, j'ai un exemple très précis en tête de quelqu'un qui pensait qu'elle allait se noyer pendant un accident de kite avec les lignes autour des bras et tout ça. D'accord. Et ce moment de dire, je me lutte, il y a un moment, je lâche, et puis je vois ce que tu veux dire. C'est pas grave. Et puis, advienne que pourra, tu vois. Ok. Ouais. Et c'est à ça que ça me faisait écho. Ouais, mais en fait, pas du tout. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Moi, je m'élance sciemment dans quelque chose que j'ai décidé de faire, que j'ai choisi de faire, et je choisis d'accepter cette part de risque qui existe en fait dans toute entreprise. Quand on entreprend avec passion, il y a cette part de risque incompressible. Je veux dire, quand Baumgartner saute de sa plateforme, oui, c'est un bon exemple. Voilà, et il lâche prise au sens propre comme figure. Donc Félix Baumgartner qui avait sauté du haut d'une montgolfière et qui a fait un truc que personne d'autre avant n'avait fait, et on ne sait pas ce qui va se passer. Il fait le signe de croix et il saute, quoi. Et il y a là. Et je pense que quand Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, pareil. Il se pose pas trop la question de savoir s'il va rentrer ou pas, quoi. Il est dans son truc. Il a accepté l'idée que, à un moment donné, ça pouvait peut-être mal se passer, mais il entreprend avec passion. Et est-ce que ça t'a fait kiffer, ça, ce moment-là, justement ? En fait, ce moment, il est totalement dénué de kiff ou d'appréhension. A posteriori. Après, oui, bah, évidemment. Non, mais c'est-à-dire que sur des trucs comme ça un peu difficiles, ou très difficiles, le kiff est jamais sur le moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte en haut de l'Everest, il te dira jamais je suis en train de kiffer, quoi. Par contre, quand il est redescendu au camp de base et qu'il l'a fait, c'est cool. C'est un truc. Quand il arrive au sommet, c'est monstrueux, c'est un kiff incroyable. Quand un mec fait un marathon des sables, il te dira jamais sur le moment je suis en train de kiffer. Par contre, quand il a franchi la ligne d'arrivée, c'est le plus beau jour de sa vie. Enfin, ça devient le plus beau jour de sa vie, tu vois. Bah, c'est exactement pareil quand tu fais ce genre de truc. Sur le moment, c'est difficile de kiffer. Par contre, une fois que tu l'as fait, c'est un projet de 3 ans qui se concrétise. T'as nagé, t'as fait un record du monde, t'as claqué un record du monde dans un sport ultra difficile avec un véritable engagement. Ouais, c'est incroyable, t'es super fier de toi, t'es content de ce que t'as fait, t'as réussi, t'as mené ce projet à bien. Voilà, et en plus de ça, tous les gens qui sont autour de toi explosent de joie. Il se passe vraiment quelque chose, mais ça arrive après. Tu vois, c'est-à-dire que sur le moment, non, t'es ultra focus. Il n'y a pas de place ni pour le kiff, ni pour l'appréhension. T'es dans une espèce de flow où les pensées vont et viennent, c'est assez hypnotique. Et en fait, tu calcules pas. T'as bien décrit le flow du coup là sur le début, là sur les 20 premiers mètres. C'est ça. Et après, il s'est passé quoi ? Après, l'envie de respirer arrive. Ça te ramène à la réalité directe. Et ça dure combien de temps du coup combien de temps t'aurais eu envie de respirer ? Le flow, le confort. Ouais, le flow, ouais. Le flow, combien de temps ? Le confort, c'est très court. Ça dure 20 mètres en eau glacée, parce que l'eau glacée donne envie de respirer très vite. Donc 20 mètres, c'est quoi en temps ? Ça dure 20 secondes. Quoi. 20 secondes, et après, il te reste combien de temps à tirer ? C'est 2 minutes 30 la perf totale. Donc après, tout le long jusqu'à 105, en gros, c'est du dépassement mental à l'état pur. Donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? C'est, ok, l'envie de respirer est là. Déjà, j'essaye de comparer par rapport à mes plongées d'entraînement, voir si c'est plus loin ou plus tôt que d'habitude. Donc t'as une montre, tu suis. Par rapport à la distance, ouais. Je vois où j'en suis. J'ai un marquage sur le câble guide qui est en dessous de moi, donc je sais à peu près où j'en suis. Et là, je me dis, ok, l'envie de respirer arrive, je suis à 20 mètres. Ok, c'est pas trop mal par rapport à ce que j'ai pu expérimenter à l'entraînement. Souvent, j'avais envie de respirer même plus tôt que ça. Donc ça va, quelque part, je suis pas trop mal. La zone de confort est assez grande.
allez, ça me rebooste pour la suite, tu vois. Donc l'envie de respirer arrive, mais c'est pas catastrophique. Je suis plutôt serein. Entre 20 mètres et 50 mètres, l'envie de respirer augmente. À 50 mètres, c'est insupportable. L'envie de respirer a atteint un paroxysme qui fait qu'en fait, presque, elle augmente plus, quoi. C'est devenu juste urgent, quoi. C'est vraiment... elle est à son comble, en fait, quoi. Et là, en fait, la stratégie, c'est de laisser le cerveau de côté, déconnecter complètement, et continuer coûte que coûte, sans accélérer la cadence de nage, en restant steady, en se détachant de cette difficulté, en chassant les pensées parasites qui te hurlent de sortir à la prochaine issue de secours. Et que, voilà, donc est-ce que tous les 20 mètres, tu peux sortir, c'est ça, il y a un trou? Tous les 20 mètres, j'ai une issue de secours. Mais le truc, c'est que si tu veux, quand t'es à 60, que t'as envie de respirer depuis les 20 mètres, que t'es à 60 et qu'il faut aller à 80, si tu veux, tu t'y réfléchis quand même. T'es dans l'eau à 0,7 degrés, tu sais pas trop ce qui va t'arriver au niveau physio. Tu vois, il faut y aller, quoi. Donc, voilà, là, la stratégie, c'est vraiment ça, c'est laisser le cerveau de côté et continuer coûte que coûte, en fait. Et puis, il y a un moment donné, à l'approche des 90 mètres, on va dire, où presque ça redevient un tout petit peu moins compliqué. Parce qu'en fait, tu sais, je prenais l'exemple d'un marathon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au marathon, c'est pas entre le kilomètre 40 et le kilomètre 42 que c'est horrible. C'est entre le kilomètre 20 et le kilomètre 30. Donc c'est abominable. Parce que t'es à 20 km, t'es à la moitié, c'est déjà horriblement dur. Et il te reste la moitié du truc à faire. Donc en fait, c'est exactement pareil. Là, j'arrive sur la fin de ma performance, il me reste que quelques mètres à faire. En fait, presque, je me laisse glisser. Je fais une ou deux brasses et je me laisse glisser jusqu'à 105. Et donc en fait, ça redevient moins compliqué. Mentalement, je suis déjà presque dans l'après-perf, quoi, tu vois. Et donc là, j'arrive à reprendre un peu le dessus, puis je me laisse glisser sur les quelques derniers mètres. Et je sors tout en douceur et je valide mon protocole. Le juge me tend la white card, c'est validé, et voilà. Derrière, alors, tu as dit qu'il y avait eu un suivi scientifique, médical et tout. Il s'est passé quelque chose dans ton corps? Tu as ressenti des choses spéciales? Alors, oui, sur les plongées d'entraînement dans les Alpes françaises avant de partir, donc sur des 80-90 mètres, dans une eau à entre 4 et 6 degrés, je pouvais ressentir parfois des manifestations physiologiques assez violentes en sortant de l'eau, mais qui n'ont rien à voir avec l'afterdrop et avec ce que je connais de l'eau froide, hein, qui n'ont rien à voir non plus avec ce que je connais de l'apnée en eau tempérée, pareil, ou après une apnée très très longue, on peut être un peu groggy pendant quelques temps. Non, là, c'était vraiment des arythmies cardiaques, des vertiges, des sensations de malaise. Juste après ou... Ouais, sur les 6-7 minutes qui sortaient les plongées d'entraînement. Donc, on était spécifiquement sur des apnées très longues en eau très froide. Où vraiment, c'était rien de ce que j'avais connu en eau froide et rien de ce que j'avais connu en apnée indépendamment. Tu vois ce que je veux dire? On était sur du spécifique apnée en eau froide et où là, il se passait des trucs nouveaux, du coup. Et donc, si tu veux, les arythmies cardiaques, les vertiges et tout, ça fait chier, quoi. C'est pas très rassurant. Ouais, et puis tu te demandes ce que tu fais à ton cœur aussi, j'imagine. Ouais, au niveau cardiologique, il se passe plein de trucs. En gros, le corps a subi un tel bouleversement qu'en fait, il se remet de ce qu'il vient de subir, quoi. Et le cœur, il a descendu très très bas, d'un coup il remonte en sortant, puis en même temps il y a l'hypothermie, il y a un peu d'hypoperfusion cérébrale, il y a de la vasoconstriction de dingue, et puis d'un coup ça revasodilate, enfin bon, il se passe plein de trucs, des variations de rythme, des variations de pression artérielle, des variations de température, bref, le cœur il comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, ces symptômes que je ressentais en sortant de l'eau, je suppose que en fait, c'est le corps et le cœur qui se remettent du chamboulement total qui vient de se passer, quoi. C'est-à-dire, à un moment, arrêter de respirer très longtemps en faisant un effort dans de l'eau glaciale, quoi. Et si tu veux, c'est un peu ce qui me faisait flipper en sortant de ma perf sur le 105. Et c'est pour ça que sur la vidéo, on me voit sortir de l'eau, rester assis quelques minutes à côté du trou, alors que la performance a déjà été validée, c'est-à-dire que j'aurais pu sortir en hurlant et en dansant sur la glace. Et en fait, non. Je sors tout de suite, je m'assois, je me couvre et j'attends 3-4 minutes là pour voir ce qui monte, en fait. J'attends de voir ce qui monte. Et alors? Et ben en fait, rien n'est monté. Mais pendant ce temps-là, je suis comme ça. Ouais. J'attends là et je me dis, ok, je viens de faire un truc de ouf. En sortant, j'étais au bout de ma life.
Parce que c'est vrai qu'en plus, en sortant, j'étais au bout du bout. Franchement, je suis rarement sorti aussi loin sur une perf en apnée. J'en pouvais plus, quoi. Et là, je me suis dit tout de suite, ok, j'ai jamais été aussi loin dans une eau aussi froide. Putain, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et je sors, je respire calmement, je me couvre tout de suite, j'essaie de focaliser sur ma ventilation, de respirer profondément, calmement, en flippant de ce qui va monter. Et en fait, zéro arythmie, zéro vertige, rien que dalle, le mec hyper acclimaté, quoi. J'étais vraiment, pour le coup, je pense, très bien acclimaté ce jour-là. Et le résultat de 3 ans de boulot. Hein. Et du coup, à ce moment-là, je me lève, je regarde le juge, je regarde mes proches qui sont là, je dis à tout le monde, ok, c'est gagné, quoi. Et là, explosion de joie, tout le monde qui chiale, enfin voilà. Et là, on peut célébrer, tu vois. Mais c'est-à-dire que, tu vois, c'est marrant, il a fallu que j'attende ces 2-3 minutes après la validation du juge pour voir si, ok, le juge a validé la perf, mais est-ce que mon corps valide ce que je viens de lui faire subir, tu vois. Excellent. Bon, tu m'as fait frissonner, Arthur, avec cette histoire. Merci pour le partage. Je crois que tu as un film en préparation qui va arriver sur les plateformes bientôt, qui revient notamment sur ces 2 années. On a une boîte, là, une équipe qui m'a suivi, Almofilm, qui est une boîte niçoise. Ils m'ont suivi pendant 2 ans pour documenter et filmer cette incroyable aventure. Et donc, on va sortir un super docu voilà, sur une grosse plateforme, on l'espère, début 2023. Après, il va y avoir des relais avant ça, notamment sur mon compte Instagram, où je poste tout ce qui se passe, mes records, mes actus. Mais le film lui-même, ce sera, je pense, aux alentours de février-mars. Excellent, on va regarder ça. Moi, j'ai 2 petites dernières questions pour toi. La prochaine, forcément, c'est quoi le prochain défi que tu te mets ou la prochaine expérience à venir? Prochain défi... Alors là, il y a eu un gros défi déjà après le record qui a été de traverser le désert. D'accord. De traverser le désert post-record. Le désert. Et non pas le Sahara. Ok, très bien. C'est-à-dire gérer l'après. Ça a été un sacré challenge parce que quand tu es occupé pendant 3 à 4 ans par un truc qui occupe ton quotidien et ton esprit et tous les jours, en fait, t'occultes un petit peu tout le reste. Et quand ce truc est terminé, et que l'espace est de nouveau disponible à la réflexion, il y a tout ce que tu as occulté pendant 3 ans qui revient. Donc l'introspection, les réflexions, sur soi, sur l'avenir, sur plein de choses. Voilà, il y a tout qui revient d'un coup. En plus de ça, tu n'as plus de projet d'actualité. Donc en fait, si tu veux, tu es dans un moment qui peut être assez difficile à traverser. D'ailleurs, je vais voir juste après l'interview, là, je vais voir des potes producteurs qui montent un documentaire sur la dépression dans le sport pour les grands sportifs. Et donc on va justement parler un petit peu de ça, ce qui est assez intéressant. Et donc voilà, j'ai eu cette phase, mais qui est importante et qui d'ailleurs est nécessaire parce que c'est une phase où justement on a occulté tout ça pendant beaucoup de temps et donc ça revient et ça te demande d'être traité, à être maturé, à être réfléchi et à revenir à la surface en quelque sorte. Donc c'est important de passer par cette phase-là. Et une fois qu'elle est faite et qu'on a fait ce travail sur soi, l'important effectivement est de repartir sur de nouveaux projets. Et donc là, je pars sur un projet d'aventure qui me tient à cœur depuis longtemps, où je vais partir à la rencontre du plus grand prédateur des océans en apnée. Et donc je vais aller plonger en Norvège avec des orques. Voilà, on part avec TF1, là on a un beau docu qui va se faire sur le sujet, donc on part fin janvier. Et je vais aller à la rencontre du plus gros prédateur des océans en apnée. T'aimes bien te faire mal ou te faire peur, toi, hein, quand même. Non, mais c'est-à-dire que si tu veux, en fait, pendant des années, j'étais dans la compétition. Je viens de claquer 2 records du monde en 2 ans, dans je crois que ce qui peut se faire plus extrême en apnée. Et à un moment donné, j'ai envie de kiffer un petit peu. Et donc là, je me retire temporairement, en tout cas, de la compétition pour partir sur des projets d'aventure et de découverte. Où je vais, si tu veux, vivre autre chose, où je vais aussi partager mon expérience en entreprise, dans des conférences en management, par exemple, tu vois, ce que je fais de plus en plus. Pourquoi pas d'ailleurs écrire un bouquin. Voilà, j'ai plein d'idées à droite à gauche, et aussi des idées comme ça de projets découvertes. Alors, avec ce projet des orques, là, qui est un premier projet. Est-ce que tu penses que tu vas avoir peur avec les orques comme avant d'aller sous glace ? Bien sûr. Il va falloir travailler sur cette appréhension, vaincre cette appréhension.
Et en plus de ça, l'eau est à 5 degrés, il fait nuit 20 Ah oui. heures par jour. Ouais. Ouais, c'est en Mais Norvège. c'est pas comme aller nager avec les dauphins en Polynésie. Ah quoi. ouais, non, les dauphins en Polynésie, je l'ai fait, ça c'est cool. C'est cool. J'avais pas peur là. Non, là, t'es avec des prédateurs qui font 10 tonnes, voilà, 10-12 mètres de long, c'est un truc monstrueux. Ça fuse à 50 km/h, c'est redoutablement intelligent. Mais en fait, si tu veux, leur redoutable intelligence, c'est ce qui nous sauve. Ouais, en fait. bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'attaque en fait, répertoriée des orques sur les hommes en milieu naturel. Il y a des attaques, mais de dresseurs en captivité, parce qu'ils deviennent tarés, donc ils se vengent en fait. On met pas des baleines dans des piscines, je suis désolé. Mais en milieu naturel, pas d'attaque répertoriée sur les humains, parce que justement, il n'y a pas d'attaque de confusion avec les orques, si tu veux. C'est pas comme avec les requins, où il peut y avoir rarement des attaques de confusion, où à un moment, dans une eau trouble, un requin va niaquer parce qu'il sait pas ce que c'est, il y va par curiosité, ou un requin va attaquer une planche parce qu'il confond ça avec une tortue. Voilà, le requin, il peut y avoir de l'attaque de confusion. L'orque, si tu veux, il a des sens tellement développés, il est tellement intelligent, qu'il t'a scanné à 10 km, il sait si t'es un homme ou une femme, si t'es enceinte, si t'es stressé. Voilà, il a tout capté depuis longtemps. Il a très très bien vu que tu faisais pas partie de son programme alimentaire. Donc en fait, il n'y a aucun risque d'attaque. Il va venir voir, par curiosité, éventuellement tourner un peu autour de toi. Et il y a justement de l'interaction, et c'est ça qui est fabuleux. Et donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller voir ces animaux, tu vois. Arthur, un grand merci pour le temps Merci. et l'échange. J'ai kiffé. Ouais, Et merci. à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut, ciao. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je pense que je ne vous l'avais pas survendu, c'était un échange exceptionnel avec Arthur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et s'il vous plaît, laissez-nous une note et un commentaire sur votre app d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour continuer à réaliser du contenu de qualité. Je vous propose ici d'écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, un autre épisode de Mordu. Celui avec un autre champion d'apnée, Stéphane Toureau. C'est l'épisode 7. Vous y apprendrez plein de choses sur la pleine conscience et le moment présent. Un grand kiff aussi. Allez, je vous laisse. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt et je vous dis à très vite les mordus.